Salut à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis très heureux de vous voir ce samedi 10h30. On est le 14 septembre en direct sur Radio Courtoisie. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker, Larastam, en patron d'émission. Ils ont été excellents comme toujours. Je salue aussi mon voisin Dimitri de Kochko. On habite la même ville. Voilà, on est vraiment voisins. On se rencontre sur la ligne 14 de la mairie de Saint-Ouen. Je salue bien entendu Virginie qui réalise magnifiquement, c'est la Steven Spielberg de la réalisation radio. Elle est revenue, elle avait pris sa petite semaine de vacances dans le sud je crois. Elle a pu se baigner dans la Méditerranée. Et une fois déjà, c'est pas mal déjà une fois, hein. Et à la piscine, et elle est parée jusque l'année prochaine, où elle ne prendra plus de vacances, parce que c'est comme ça. Donc je la salue, et je salue bien entendu notre ami Patrice qui est au standard, l'homme à la plus belle écriture. Il va venir m'apporter les questions, plein de vos questions. Et je sais que vous me poserez des questions en cette folle matinée parce que aujourd'hui, on va parler d'enfants, de ce que font les labos sur nos enfants, la façon dont ils veulent faire ce business. Vous savez bien que le capitalisme cherche toujours de nouveaux marchés. Et ce marché, ils l'ont trouvé. Il faut donner moult médicaments à nos enfants. Il faut les élever à coups d'injections et de médicaments qui coûtent cher, remboursés par la sécurité sociale. Même si nos enfants ne sont pas malades, il faut les habituer jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont 85 ans d'espérance de vie. Et bien pendant 85 ans, il faudra qu'ils deviennent des laboratoires ambulants. C'est très beau, c'est ça. C'est la nouvelle société du World Forum économique mondial. Et je salue donc Klaus Schwab et tous nos amis, les Soros, les Gates et compagnie, pour nous, parce qu'ils nous créent cette société merveilleuse. J'aurais tellement aimé naître en l'an 2020 et avoir droit à ces médicaments, mais malheureusement, la chance ne m'a pas permis de l'avoir. Merde. Ah là, j'étais grossier, pardon, excusez-moi. Donc pour cela, je reçois Jean-Luc Robert, psychologue. Il a écrit cet excellentissime livre Neurodivers Plus, la diversité célébrée, mais c'est pas celle que vous pensez, c'est la diversité des HPE, HPI, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, parce que voilà, maintenant on a un haut potentiel émotionnel, hein. Voilà, on a un potentiel intellectuel, on a un potentiel émotionnel, on aura peut-être d'autres potentiels aussi importants, hein. J'imagine que s'il faut les trouver, ils les trouveront. Et puis, on est TDAH, alors ça, je ne sais plus ce que c'est, mais Jean-Luc Robert nous l'expliquera. Il y a aussi les autistes Asperger, les autistes je ne sais pas quoi. Il y aura d'autres types d'autistes, il y aura des catégories autistes A, B, C, D, E, F, G, H. Et donc, il faudra trouver un médicament pour tous ces autismes. Et on trouvera évidemment d'autres symptômes et d'autres maladies à nos enfants, parce que les labos, c'est comme le trésor public. Dès qu'il s'agit de trouver un impôt, le trésor public a beaucoup d'imagination, donc les labos auront de l'imagination. Peut-être même qu'ils débauchent des gens du trésor public, les labos, pour savoir quelle nouvelle maladie on peut trouver, hein. C'est pas impossible. Bonjour cher Jean-Luc Robert. Bonjour. Tiens, bonjour Mike Borowski. Voilà, vous avez écrit ce livre Neurodivers Plus. Tiens, expliquez-nous, voilà, une petite jeunesse comme ça. Alors déjà, Neurodivers Plus, tout est dans le plus, hein. Je me suis un peu inspiré, comme j'ai dit, des LGBTQIA+, pour dire que ce sont un peu les revendications et le besoin d'occuper un certain espace de la part d'une certaine population que l'on appellera neurodiverse ou neurodivergente ou neuroatypique. Je pense que ce sont des mots qui vous sont familiers.
Et je m'en suis rendu compte, moi, en tant que psychologue. Très sincèrement, non. Non. Mais allez-y. Oui, bon, ça vient de plus en plus quand même dans le paysage, hein, je trouve, médiatique. Mais par exemple, qui n'a pas entendu à une table, moi, je suis HPI, moi, je suis HPE. Je crois que c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus... Enfin, moi, je l'entends, alors peut-être parce que je suis psychologue et qu'on me confie cela. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-nous, parce que nos auditeurs de Radio Courtoisie ne savent peut-être pas, même si c'est des auditeurs d'élite. Hein. Vous allez voir les questions qu'ils vont vous poser. Ah ouais, je me tiens prêt. Je me tiens prêt. Qui font quelques lignes, hein, ouais, peut-être même quelques pages. Donc, expliquez-nous un peu ce qu'est HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, et HPE, haut potentiel émotionnel. Alors, en tant que psychologue, je parle, hein, oui, en tant que psychologue. Pas ma définition à moi. Allez-y. Un haut potentiel, c'est une personne qui est censée avoir des caractéristiques et des capacités qui seraient supérieures à la moyenne. Vous connaissez tous la courbe de Gauss, c'est en cloche, hein, les normales centrées réduites. Vous avez au milieu, on utilise cette courbe pour évaluer le QI, notamment le coefficient intellectuel. Vous avez au milieu 80%, 85% de la population qui a un QI qui est équivalent entre généralement 100 points et enfin 90 même et 110. Et puis vous avez des extrêmes qu'on appelle les écarts types. À gauche, vous avez ceux qui sont malheureusement déficients. Donc, vous avez, si vous avez un QI à 60 ou à 70, vous êtes vraiment dans un pourcentage très faible de 5% de la population qui... donc vous êtes déficient et en difficulté. Par contre, si vous avez un QI au-delà qui est dans les 130, vous êtes un génie, entre guillemets, en tout cas un haut potentiel intellectuel. Alors ça, c'est évidemment, ça a été déterminé par Alfred Binet, donc il y a fort longtemps, mais... Par la suite, on a rajouté le haut potentiel émotionnel. Alors, vous voyez, c'est venu par la suite et c'est toujours dans l'idée que on a un potentiel extraordinaire. Alors là, c'est plutôt... Alors, émotionnel, comment ça? C'est plutôt dans le domaine des émotions. C'est-à-dire que si je regarde Santa Barbara, je vais pleurer, quoi, c'est ça? Non, mais ça voudrait dire que vous auriez, alors encore une fois, une aptitude plus grande à l'empathie, que vous seriez quelqu'un d'hypersensible, etc. Mais alors que c'est considéré en psychologie comme plutôt un point faible, quand une personne est trop sensible et qu'elle a du mal à gérer, nous on appelait ça mal à gérer ses émotions, on est passé d'un effet négatif. Vous êtes en fait quelqu'un qui est génial. C'est-à-dire que vous avez un potentiel émotionnel que d'autres n'ont pas. Et alors qu'on vous a fustigé et qu'on a dit que vous aviez des problèmes pour gérer vos émotions, en fait, nous vous disons l'inverse. Je dis nous, tout le lobby qui est autour de ça. Nous vous disons que vous êtes quelqu'un de génial et quelqu'un d'incompris. Parce que qu'est-ce qui va avec le haut potentiel? Il y a des incompréhensions dans la société et ces personnalités HPI, HPE sont censées être en difficulté parce qu'elles sont neurodifférentes, sont incomprises et comprendraient mal leur environnement. Tout ça, ça part aussi du TSA, du trouble du spectre autistique, où ils ont été dans la neurodiversité pour dire que finalement, l'environnement doit être inclusif. C'est-à-dire, moi, vous, enfin, tous ceux qui sont autour de nous devons être tolérants envers les personnes. Mais c'est-à-dire que c'est une grande nouvelle, en fait. Vous me dites que, dorénavant, les HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire des gens à plus de 130 de QI, poussent comme des champignons, même si, bon, je ne le vois pas trop lorsque je vois la nouvelle génération, mais peut-être qu'ils le cachent bien. Ça veut dire que c'est une nouvelle formidable. On a un pays de gens, enfin de nouvelles générations qui ont plus de 130 de QI, donc du coup, ils vont réussir là où les générations précédentes, et la nôtre aussi d'ailleurs pour le coup, n'ont pas réussi. Non, malheureusement, parce que vous touchez un point sensible, c'est-à-dire que c'est un mensonge en fait, un mensonge organisé, parce que là on arrive à Big Pharma, mais bon, on va pouvoir avant d'arriver à Big Pharma, il faut savoir que il y a énormément, une grande manne financière, énormément d'argent à se faire sur ces business que j'appellerais le business de la neurodiversité. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies qu'on invente, il y en a énormément, hein. Je ne vais pas rentrer dans le domaine de la médecine, même si je pourrais dire beaucoup de pathologies qui ont été inventées pour pouvoir vendre des molécules, etc. Mais dans le domaine de la psychologie, c'est un énorme business parce qu'on vend non seulement des molécules, donc je pourrais citer la Ritaline, le Risperdal, le Medikinet, le Coasim, enfin bon, toutes ces choses que voilà, je suis très familier avec ces molécules. On va parler de ces molécules, mais continuez. Donc, ne nous perdons pas, n'ouvrons pas de parenthèse. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des milliards, j'avais vu le chiffre de 19 milliards, enfin j'ai été voir sur Wikipédia, il y a énormément de chiffres. 19 milliards, c'est quoi? C'était la prescription du Risperdal, de la Ritaline. La Ritaline, c'est un médicament, je vous ai dit, à base d'amphétamine. Alors attendez, ça veut dire que
Continue, ça base d'amphétamine. Je disais juste que la Ritaline, on donne ça aux enfants atteints d'un trouble du déficit de l'attention. Et effectivement, ça pousse comme des champignons. Aux États-Unis, beaucoup. C'est parti de là, d'ailleurs. Et en France, maintenant, c'est que dès qu'un enfant bouge un peu, on dit « Ah, il a un problème de déficit d'attention. C'est un problème neurologique. Vous ne pourrez pas le régler autrement qu'en prenant de la Ritaline. » Et la Ritaline, bon, c'est donc à base d'amphétamine. C'est un effet paradoxal parce que les amphétamines sont censées vous exciter. Mais là, sur ces enfants-là, ça aurait un effet paradoxal et ça les aiderait à se concentrer. Et comme on joue sur les affects, et vous savez que les parents ont très peur que leur enfant ne réussisse pas à l'école, ça part beaucoup de là, il n'arrive pas à se concentrer, il est agité, il perturbe la classe, on lui donne de la Ritaline parce qu'il est TDAH, donc les parents viennent de me demander de confirmer, moi en tant que psychologue, un diagnostic de TDAH. Alors bon, j'ai pas fini sur le HPI, tout ça, mais bon, ce sont toujours la neurodiversité. Ne vous inquiétez pas, et voilà. Il nous reste encore 1h20, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on va dire un enfant n'est pas sage, si je puis dire, comme au lieu, comme les parents aujourd'hui, il faut se dire aussi les choses. Hein. Enfin, je dis pas tous les parents, hein, je précise, mais en tout cas globalement une majorité de parents de ma génération, moi je suis en 81, et des générations peut-être des années 90, enfin des parents nés en 90 et peut-être et même 2000, comme ils n'éduquent pas les enfants comme aurait pu éduquer la génération de mes parents, de mes grands-parents. Et plus tard, donc on a des enfants, il faut dire les choses, majoritairement mal élevés. Donc le psychologue va pas dire « Ah non, votre enfant est mal élevé », il va dire « Ah non, non, votre enfant, il a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. » Avec hyperactivité, voilà, donc ça veut dire c'est une forme de maladie. Eh bien, on va le gaver de médicaments. C'est ça en gros en fait. C'est ça. Alors que l'enfant, il a juste besoin de 2 fessées quoi. Non, peut-être pas. On va pas forcément établir la fessée, mais on parlera juste, si vous permettez, après des adultes TDAH. Après, parce qu'il y a aussi le cas des adultes. Et comme je reçois des mails pour m'endoctriner, pour pouvoir faire des formations. On va en parler. Répondez à ça. Parce que je réponds à ça. Je ne plus à comprendre. On est en radio. Je sais que vous êtes youtubeur, vous. Bon, allez, je réponds. Concernant les enfants, l'éducation, vous avez raison, mais c'est pas forcément pour passer par la fessée qu'on va régler le problème. Simplement, effectivement, on pense qu'un enfant qui est indiscipliné aujourd'hui, qui a un trouble de l'attention, il a forcément un trouble de l'attention, mais on ne veut plus remettre en question l'éducation des parents. On ne veut plus remettre en question le fait que peut-être l'enfant n'aurait pas eu les bonnes limites. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la difficulté avec cette éducation positive où on a du mal à poser des limites aujourd'hui. Donc la société a énormément changé et aujourd'hui le parent se déculpabilise ainsi que l'enfant et se déresponsabilise par rapport au fait qu'un enfant soit dans la désobéissance. Pour qu'un enfant soit attentif, il faut qu'il soit obéissant. Pour qu'il soit obéissant, il faut qu'il soit stable. Vous avez remarqué que beaucoup d'enfants sont instables. Instables, on appelle ça en psychologie corporellement, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de rester assis sur une chaise 2 minutes, ils sont tout le temps en mouvement, il faut leur donner une tablette, s'ils n'ont pas de tablette, ils demandent ci, ils demandent ça. Cette instabilité-là, il n'est pas prouvé scientifiquement que ça vienne d'un trouble neurodéveloppemental. D'ailleurs, il n'y a aucun examen IRM ou autre que vous pourriez passer pour voir au scanner, dire regardez, il y a ça dans son cerveau qui montre qu'il y a un problème. Il n'y a aucun gène qui a été incriminé concrètement, aucune prise de sang qui vous permettra de dire il est TDAH. Donc la seule manière de dire qu'il est TDAH, c'est en faisant passer, comme j'ai dit, un test de Conners, c'est-à-dire une sorte de QCM, pour résumer pour les auditeurs. QCM, c'est-à-dire oui, non. Oui, non, c'est-à-dire que voilà, sur des questions, on pose des questions aux parents et après on obtient un score, on dit regardez, vu ce score, il est TDAH. Et donc, s'il est TDAH, et je le redisais... En plus, c'est les parents qui répondent à un questionnaire concernant leur enfant. Voilà. D'accord. Et donc, en fonction de ça, le clinicien... Combien ça coûte de faire ça? Au minimum 500 €, entre 500 et... Voilà, là, l'argent qui rentre. C'est-à-dire que pour que les parents sachent, on va dire médicalement, que leur enfant a un trouble d'attention, il faut qu'ils remplissent un questionnaire à 500 €. Bon, c'est un peu résumé comme ça, mais en gros, c'est quand même pas rien. En gros, ce que je veux dire, c'est que les tests peuvent varier entre 500 et ça peut aller même plus haut. Certains peuvent les faire à 150, mais je veux dire même 150 € pour un test qui va durer généralement 1 heure comme ça, pour pouvoir poser un diagnostic. Il faut savoir qu'il y a des organisations entières de psychologues qui passent leur journée à faire des tests. C'est-à-dire qu'ils ne font que ça. Et ils vont vous rapatrier comme ça parce qu'ils font de la pub, du démarchage et tout. Et les parents viennent, disent diagnostiquer mon enfant. Et quasiment 9 fois sur 10, l'enfant ressort avec le diagnostic. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, et oui, l'enfant est agité. Oui, l'enfant n'est pas concentré. Oui, c'est un déficit de l'attention. Mais ce n'est pas la maladie en soi. Ce n'est qu'un symptôme dans un tableau clinique ancien dont on ne veut plus parler. Et on ne veut plus réfléchir à
Pourquoi l'enfant est agité? Pourquoi l'enfant est désobéissant? On appelle ça un TOP, trouble de l'opposition avec provocation. Vous voyez, un nouveau cible. Est-ce qu'il l'est parce que, voilà, on est dans l'époque de l'enfant roi. Alors, vous m'avez dit pour la fessée. Oui, oui. Vous savez, moi, mon grand-père en Pologne me donnait des fessées, hein, Oui. au Martinet parfois. Et c'est vrai. Ça marchait, ça marchait. Il m'a dit, quand on tape dans les fesses comme ça, là, eh bien, alors j'ai le mot en polonais mais je l'ai plus en français. Eh ben on va dire que la réflexion arrive dans le cerveau un peu plus vite, voilà, plus facilement. Il avait pas tort, hein. Oui, il avait pas tort, mais bon, et mon grand-père était docteur, oui. Il était un médecin, donc voilà. Mais si vous êtes amené à le faire régulièrement, c'est qu'il y a quand même non, pas régulièrement mais parfois, je pense. Non, moi je pense que si on a une éducation où on a, vous savez, l'autorité, elle ne passe pas forcément par là, mais bien sûr. Mais je pense qu'on ne veut plus parler d'autorité aujourd'hui. Et moi, je suis fermement persuadé que l'autorité, il faut un retour de l'autorité dans l'éducation, et d'ailleurs, pas que dans l'éducation. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.